Bonjour Agathe, bienvenue sur Bonjour. Parole étudiante. Merci. Donc Agathe, on va parler comme dans tous les épisodes de tes études. Toi, tu as un parcours un peu particulier parce que tu es notre première invitée qui vient pas de la région parisienne ou d'une grande ville. Et on va voir que ça a eu un impact sur tes études et sur tes choix d'orientation. Comment ça s'est passé sur l'aide à l'orientation dans ton lycée ? Du coup, l'aide à l'orientation, en fait, il y a des trucs qui ont été mis en place, même si, en fait, en gros, on nous oriente plutôt à partir, pour continuer les études. Il y a eu un salon étudiant à Bordeaux, où, en fait, le lycée a affrété des bus pour emmener tous les étudiants là-bas. Du coup, en vrai, ça, c'était chouette comme initiative. Après, sinon, on ne nous pousse pas forcément à partir, par exemple, à Paris, ça paraît... moi, j'ai jamais entendu des profs qui nous disaient partez à Paris, c'était pas du tout envisageable. D'accord. Partir à Bordeaux, c'était déjà le C'était max, déjà quoi. bon, quoi. C'était déjà bien. Après, ce qui était sympa, ce qui a été mis en place, c'était à Bordeaux, dans le lycée Camille Julien. Il y a un programme qui s'appelle la Clé Sup, qui est pas hyper connu. En fait, c'est la prépa de la prépa. D'accord. Du coup, c'est 1 an post-bac où en fait, tu amasses des connaissances de culture générale pour ensuite avoir un dossier plus solide pour pouvoir intégrer des prépas, des écoles préparatoires classiques. Sauf que maintenant, en fait, si jamais tu es pas pris après... par exemple, tu n'es pas pris en prépa après ta clé sup, en fait, maintenant, ils ont obtenu le droit que ta clé sup vale comme une L1. Du coup, tu intègres directement une L2 D'accord. sans refaire une L1. Donc, tu n'as pas, entre guillemets, perdu une année de niveau scolaire, quoi. Et comment t'as découvert ça, la Clé Sup ? Ça s'appelle les cordées de la réussite. Mhm. C'est un projet où, en fait, on est un peu comme en binôme avec des élèves de clé sup, justement. Et du coup, après, pour mon orientation, moi, je voulais bien m'orienter vers une clé sup. Mais du coup, mes profs m'ont dit que j'avais le niveau pour tenter une prépa. Parce qu'en gros, moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Et du coup, j'étais plutôt chaude de rester dans un cursus, en fait, pluridisciplinaire pour pas me spécialiser directement dans une seule matière. Genre partir que en histoire, partir que en littérature. Je voulais garder, en fait, les langues, la géo, l'histoire, enfin, tout, quoi. Du coup, la prépa, c'était ce qui permettait ça. Donc, j'ai fait plein de vœux. Du coup, je suis passée par Parcoursup. J'ai fait plein de vœux, j'ai été refusée à plein d'endroits. Mais par exemple, j'ai pas du tout tenté les prépas parisiennes. T'as même pas fait les vœux ? J'ai même pas fait les vœux. En tout cas, sortie du lycée, sortie de la campagne, partir à Paris, Oui. c'était même pas imaginable, quoi. Et du coup, pour tes vœux, comment t'as réfléchi ? T'as mis que des prépas ? T'as mis des facs ? J'ai mis des facs, ouais, aussi. J'ai mis des facs de littérature. Mais au lycée, par exemple, je voulais pas tenter les concours Sciences Po. Parce que ça m'intéressait pas. Parce Juste, que ouais, c'était tu savais juste que c'était une prépa et tu savais pas quelle spécialité après tu voulais faire, en fait, c'est ça ? Ouais, carrément. Du coup, j'ai été prise à Camille Julien, là où j'avais fait C'était celle que tu visais, celle que tu voulais ? En fait, pas tellement. Parce que j'avais un peu peur, en fait, quand même, de la prépa, de tous les retours que j'en avais, comme quoi c'était quelque chose de hyper élitiste, de très compétitif, avec une pression énorme. Et du coup, moi, la compétition, c'était un truc qui me faisait trop peur et que je voulais pas du tout, être dans un climat tendu comme ça. Du coup, c'est une prépa où on est 20 par classe. Et il y a vraiment, une seule classe, en fait. Je veux dire, par niveau, il y a, du coup, la première année, ça s'appelle Hippocagne, et la deuxième année, ça s'appelle Cagne. Du coup, on était 20 par classe. Du coup, je suis partie là-bas. En fait, il y avait un internat aussi, ce qui faisait que c'était moins cher pour mes parents que je sois en internat. Du coup, je suis partie à Périgueux pour mes 2 années post-bac. La rentrée à la prépa, comment ça se passe ? Comment tu passes du lycée au supérieur, à côté de chez toi, du coup, à un internat ? Raconte-moi un peu le... L'internat, c'était un gros changement. Parce que du coup, par exemple, dans mon internat, on était 3 par chambre. Et du coup, c'était la première fois que je devais partager vraiment mon intimité avec des filles que je connaissais pas du tout. Mais du coup, en même temps, c'était chouette parce que l'internat, ça permet en fait de créer des liens très rapidement. Oui. Et du coup, en fait, c'est des copines, c'est mes meilleures copines que j'ai encore maintenant. Et même sur nos 4 coins de la France, on se voit tout le temps, quoi. Après, en fait, ce qui est assez chouette dans cette prépa, c'est qu'on est très, très bien accompagnés par les profs. Ils sont vraiment ultra présents. Vraiment, c'est des crèmes, quoi. Ils sont hyper humains. Vraiment, moi, je me souviens des fois, si on avait des cernes aux yeux, à la fin du cours, ils venaient nous voir et ils étaient là, attends, pourquoi t'as les cernes aux yeux ? Est-ce que t'es trop fatigué ? Si t'es trop fatigué, juste tu rends pas le devoir, là, juste prends du temps pour toi, ça sert à rien de t'épuiser, quoi. Vraiment, ils étaient derrière nous tout le temps, quoi.
Et pas trop l'image qu'on a de la Non, prépa en fait. du tout, vraiment. Après, c'est très exigeant, mais justement, c'était comme c'était accompagné, c'était bien fait, en fait, le gap entre le lycée et la prépa. Du coup, c'était progressif. Donc, au début, en fait, quand même, c'est assez violent, mais en fait, on te le prépare, mais t'es pas très préparé. Ou bah, si t'es genre une élève bonne, et genre, par exemple, t'as des 16, tout d'un coup, tu te retrouves avec des 4. Donc, après, c'est un rythme très intense, mais qui, moi, m'a plu vraiment directement. Enfin, l'exigence, le fait de travailler, enfin tout ça c'est hyper chouette. Et comme il y avait une très très bonne ambiance de classe, parce que du coup les profs instaurent pas un climat de compétition entre les élèves, du coup c'est beaucoup plus tourné vers l'entraide, donc on faisait des groupes de travail avec mes copains, mes copines, donc c'était tout le monde taffait ensemble pour que tout le monde réussisse quoi. Il y avait pas il y a vraiment pas du tout de compétition. Ouf quoi. Et comment ça marche le diplôme? T'as un examen à la fin des 2 années? C'est plus comme le système des partiels? En fait, t'as des concours. En fait, en 2 ans, on te prépare à des concours. Après aussi, on a une spécialité. Du coup, moi, j'étais en spécialité lettres modernes. En gros, ça veut dire toute la littérature française à partir de 1600. D'accord. Et du coup, on étudie ça plus... En fait, on a un tronc commun, on a encore toutes les langues, mais on a une spécialité où on a plus d'heures de cours de ça. Donc moi, c'était la littérature. Et après, tu prépares un concours, ou plusieurs concours, mais du coup, nous, notre prépa, elle nous préparait à l'ENS de Lyon. Ok. Et du coup, en fait, c'est des grosses épreuves qui durent, par exemple, l'épreuve de philo, elle dure 6 heures. Ouais. L'épreuve de spé aussi, elle dure 6 heures. Il y en a qui durent 4 heures. Enfin, c'est des grosses épreuves écrites. Donc, en fait, si tu réussis les écrits, tu passes à des oraux. Comme si tu Sciences réussis Po. les oraux, tu intègres l'ENS. C'est le même système que l'intégration de Sciences Po. C'est ça. Sauf que du coup, c'est un peu plus dur à l'avoir. Parce que du coup, t'as genre 0,17% d'admission. Ou même moins, je sais plus. Mais c'est vraiment Très très peu. très très peu. Et du coup, tu prépares ce concours-là pendant 2 ans. Et c'est pas hyper démoralisant de se dire que tu prépares quelque chose pendant 2 ans et il y a un si petit taux de poursuite après? Il y a quand même ce truc de réalisme. On est là, bon, on court après des chimères, mais c'est pas grave parce qu'en fait, tu prépares quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est ta manière de travailler. En fait, t'apprends à gérer une dose de travail énorme. T'apprends à travailler jusqu'à minuit le soir. T'apprends à te ramasser en cours, mais tu recommences. Enfin, c'est quand même de la discipline et c'est... Enfin, moi, je trouve ça vraiment formateur et surtout, t'apprends... tu deviens hyper riche en connaissances, quoi. Et t'apprends à réfléchir. Donc, ça, c'est des choses qui ne sont pas quantifiables avec un diplôme, mais c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est la période de ma vie où j'ai le plus réfléchi de ma vie, ou de manière aussi intensément. Et du coup, pour ça, c'est beaucoup trop chouette. En fait, quand les listes, après les écrits, sortent, t'as une liste des admis, et après, t'as une liste des sous-admissibles. Du coup, t'es là, tu regardes ton nom, t'es là, tu cherches. Et du coup, moi, j'étais sous-admissible. Et du coup, en fait, ça a permis, en fait, c'est l'ENS de Lyon te reconnaît une certaine qualité. Et du coup, c'est comme si t'avais un peu comme un diplôme. Enfin, ça reconnaît ton talent dans la matière, dans la spécialité que t'as choisie. Ok. Et du coup, moi, ça m'a permis un peu comme d'avoir 2 L2. Du coup, j'ai réussi en littérature, en lettres modernes. Et à mes profs, en fait, j'ai demandé à ce que, alors que j'étais en lettres modernes, en spé lettres modernes, de passer en spé philo, sur le papier en gros. Mhm. Et comme ça, en fait, ce qui a fait que du coup, sur le papier de la fac, j'ai un diplôme en philo. Pourquoi philo? Parce que du coup, je voulais partir en philo en L3. Du coup, après tes 2 ans de prépa, tu peux cuber. Ça veut dire refaire une 2e année en espérant avoir les concours. En général, c'est les gens qui cubent qui ont les concours donc de l'ENS. Et en fait, c'est une année où ça te compte comme une L3. Donc, une fois que tu finis ta cube, tu passes directement en master. Et du coup, moi, mes profs, ils voulaient que je passe la cube parce que du coup, j'avais été sous-admissible. Du coup, ils étaient en mode, l'année prochaine, tu l'auras. Du coup, moi, j'en avais trop marre de la prépa. Enfin, j'ai adoré, mais c'est quand même très exigeant et du coup, t'as pas trop de temps pour toi. T'as pas trop de temps pour voir tes potes, t'as pas de temps pour voir ta famille, pour tes projets perso. Enfin, c'est quand même très exigeant. Et enfin, c'est super, mais pendant 2 ans, quoi, tu fais que t'as fait, quoi. Et du coup, moi, j'en avais un peu marre et je voulais avoir du temps pour moi, quoi. Et du coup, la fac de philo, c'était une manière, en fait, d'allier une des passions que j'ai découvert en prépa, donc la philo, et avoir un modèle de cours de la fac qui était plus libre et qui laissait plus de temps pour faire ses propres projets, quoi.
Du coup, comment t'as fait le pont entre la prépa qui te demande plein de travail et la fac qui t'en demandait moins? Est-ce que ça t'a soulagé ou est-ce que tu t'es dit, oula, je sais plus comment faire pour prendre du temps pour moi? Comment ça s'est passé? Mais du coup, en fait, au début, il y a une période qu'on appelle entre nous genre le deuil de la prépa. Parce qu'en fait, t'as tout un temps, en fait, t'arrives à la fac et tu as cette habitude de travailler énormément. Et du coup, en fait, t'es là et t'as beaucoup moins d'heures de cours, t'as beaucoup moins de travail à faire en mode solo, quoi. Et du coup, tu travailles à fond, sauf que t'as rien à faire. Donc t'as un peu ce truc-là, ce décalage. Mais en fait, comme t'arrives en fait, hyper blindé en termes d'acquis de travail, quoi, bah, c'est assez facile quand même de passer de la prépa à la fac. Parce que en fait, tu travailles très efficacement. La philo, du coup, ça me passionnait. J'avais des profs passionnants à Bordeaux. C'est vraiment une chouette équipe pour la philo. Enfin, vraiment, il y a des cours sur l'écologie. Enfin, il y a vraiment plein de cours sur le féminisme, le déclin des universités. Vraiment des cours passionnants, quoi. Et après, t'as tout l'acquis social, en fait, où du coup, je sortais beaucoup plus. Et c'est chouette aussi, quoi. Oui. C'est ça aussi, être étudiant. Sortir plus, avoir du temps pour soi, pour faire du sport, pour faire, je sais pas, plein d'activités, quoi. Et tu disais que t'étais allée en prépa après le lycée parce que tu trouvais que t'avais peut-être pas la maturité de travailler toute seule et d'être indépendante. Et est-ce qu'en L3, c'était une question qui se posait plus du tout? Non, franchement, ça, du coup, je pense que j'avais acquis des méthodes de travail et du coup, c'était pas du tout une question qui se posait, non. Comment ça s'est passé pour ton orientation entre licence, master et la question de est-ce que je fais un master ou pas? Ouais, en vrai, ça, c'est une vraie question. Et surtout, du coup, en philo, c'est un peu... t'es trop content de faire philo, puis genre 3 mois avant la fin des cours, t'es un peu en mode paniqué. Et du coup, moi, au début, j'étais vraiment perdue. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Parce que la philo, ça me passionnait, mais je voulais pas devenir prof. Mais je voulais quand même continuer la philo. Et du coup, à l'époque, j'avais un ami, en gros, qui faisait un master de géopolitique à Paris. Et qui m'en parlait. C'était un master qui m'intéressait parce que il y avait une part de terrain, en fait, dans ce master-là. Et en fait, aussi, c'était un master qui permettait d'avoir du temps libre à côté. Beaucoup de temps libre. Et du coup, assez de temps libre pour faire un deuxième master. Et du coup, j'ai longtemps hésité avec des écoles d'urbanisme. Parce qu'en fait, contrairement à ce qui s'est passé en Parcoursup, c'est que j'ai fait plein de vœux après la L3 et j'ai été prise partout. Et du coup, là, c'était l'inverse, c'était le truc de se dire, ok, je prends quoi du coup? Du coup, j'ai hésité longuement avec l'école d'urbanisme de Paris. Mais du coup, en fait, c'était quelque chose d'assez exigeant comme la prépa, où en fait, t'as cours de 8h à 18h et t'as pas de temps. Et du coup, la géopo, le fait que en fait, tu travailles le lundi, mardi, mercredi et jeudi, vendredi, t'as pas cours parce que t'es censé préparer en fait ton mémoire. Ok. Du coup, j'en ai profité pour faire les 2 masters à la fois. Et philo et géopolitique. Du coup, pour qu'on comprenne bien, c'est pas un double master, un cursus qui existe, c'est vraiment toi qui as fait 2 masters en même temps. Du coup, c'est 2 masters différents. J'ai fait une double inscription en fait. C'est-à-dire que je me suis inscrite dans 2 masters différents sur le campus de Saint-Denis, donc Paris 8. Donc t'es partie à Paris? Je suis partie à Paris. Et aussi, si les gens veulent faire 2 masters à la fois, ça coûte moins cher aux inscriptions. Si t'es pas boursé, au lieu de payer 2 fois 300 frais d'inscription, tu en payes que 400. D'accord. En gros. Et donc c'était gros changement pour le coup. Les premiers mois, vraiment, ça a été un peu dur. Vraiment, au mois de septembre, mois d'octobre, j'arrivais, je connaissais personne. C'est la grande ville, donc vraiment, c'était... une grosse campagnarde. J'étais là, ah mon Dieu. Le bruit, les gens, tout. C'est les clichés normaux quand tu viens pas d'une grande ville et t'arrives dans la capitale, quoi. Mais du coup, gros changement. J'ai mis vraiment quand même du temps à vraiment apprécier. Déjà, il faut connaître son environnement et Paris, c'est immense, quoi. Mais la fac, les cours ont vraiment aidé, quoi. Du coup, master de géopolitique. Du coup, c'est un master, en fait, de recherche, la première année, où, en fait, on choisit... donc, la géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur un territoire entre des acteurs. Elle connaît bien sa définition. En 5, ouais. Et du coup, en fait, on doit choisir au début d'année. En fait, on est pris sur un projet d'études. Du coup, moi, j'avais décidé d'étudier un projet français. Il y en a qui étudient des projets, des conflits, je sais pas, le féminisme en Côte d'Ivoire, donc des sujets à l'étranger, quoi. Moi, je voulais rester en France. Et du coup, j'ai choisi d'étudier le conflit autour de la mise en place de la LGV entre Bordeaux et Toulouse. D'accord. Et en fait, l'utilisation de l'argument écologique, à la fois des pros et des contre-LGV.
Et C'est quoi la LGV pour ceux Oui, qui connaissent pardon, pas? c'est la ligne à grande vitesse. Du coup, c'est la mise en place d'un TGV, donc c'est la création d'une nouvelle ligne entre Bordeaux et Toulouse, alors qu'il existe déjà une voie ferrée entre Bordeaux et Toulouse. Et en fait, on doit toute l'année faire des recherches pour essayer d'en savoir plus sur ce conflit et pour, en fait, au mois de février, faire 1 mois ou 1 mois et demi de terrain. Donc ça veut dire qu'on va à l'endroit de notre conflit, donc moi c'était en France, c'était pas loin, mais il y en a c'était au Japon, il y en a c'était en Amérique du Sud, enfin vraiment aux quatre coins du monde quoi. L'école elle prend en charge la moitié du billet des transports. Et le sujet que tu choisis, c'est les profs qui t'indiquent ah, ici il y a un conflit, ou c'est à toi d'aller le trouver, le chercher et le faire ressortir après la fac? En fait généralement c'est que t'es passionné par un sujet et du coup tu veux étudier ce sujet-là et après c'est plutôt en fait les profs qui vont dire soit est-ce que c'est nouveau, parce que du coup la recherche académique ça doit être quelque chose qui est toujours nouveau. Tu peux pas refaire un truc qui a été fait 100 fois parce qu'il faut qu'en fait t'apportes ta pierre à l'édifice. Et en fait t'arrives avec un sujet et les profs ils vont dire soit c'est pertinent ou alors soit c'est faisable. Par exemple j'avais des copains ou des copines qui voulaient faire des sujets dans des milieux dangereux. Donc par exemple à Gaza, des choses comme ça. Bah du coup les profs ils vont être en mode bah, c'est trop dangereux, tu peux pas y aller. J'ai un copain par exemple qui a fait un terrain très risqué, il y allait au final, mais c'était sur la condition des LGBTQIA+, en Égypte. Alors que du coup, bah, en fait, c'était un terrain très risqué. Bon, il a réussi à y aller, il a vraiment tout mis en place pour que ce soit très safe, pour qu'il puisse y aller. Et du coup, tu vas 1 mois sur le terrain, tu rencontres des acteurs, donc à la fois pour et contre la chose que tu étudies. Donc c'est vraiment une expérience hyper enrichissante, vraiment c'est chouette, c'est un peu dur, c'est très intense. Et du coup, en fait, toute l'année, tu fais des recherches, tu lis plein de journaux, tu lis beaucoup de théories. Géographiquement, tu crées des cartes. On travaille beaucoup sur de la cartographie. C'est en fait un master de géopolitique, mais c'est avant tout de la géographie. Donc, c'est étudier sur un territoire donné, en fait. Donc, c'est vraiment passionnant. Et du coup, après le mois de mars-avril, tu te plonges complètement dans la rédaction d'un mémoire à base de ton terrain, tes hypothèses, tes problématiques. Et tu dois écrire 100 pages, une centaine de pages en fait. Et ça a été niveau charge de travail, organisation, Ouais. tu t'en es sorti Ça va. Bon, il y a des moments où c'est dur, mais enfin moi je pense c'est vraiment la prépa qui m'a aidée à faire en sorte que je puisse supporter, c'est le bon mot, la charge de travail quoi. Ok. Et donc, tout ce que tu nous expliques, ça se passe en M1 et en M2, ou il y a des changements, des spécialisations, ce genre de choses en M2? Alors du coup, là, moi, je suis plus que en M2 de géopolitique, parce que j'ai dû laisser de côté la philo. Là, c'était plus compatible. Et on est en alternance. Ok, ça c'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Et pour trouver l'alternance, l'école t'aide, ou c'est vraiment à toi de... Et moi, j'ai vraiment galéré à trouver mon alternance. J'ai galéré, j'ai fait vraiment, je pense, je sais pas, une quinzaine d'entretiens, quoi. Même plus. Et j'étais à chaque fois, mon parcours, mon parcours plaisait à chaque fois. C'était justement parce que j'avais un parcours original qu'ils étaient étonnés, ils voulaient me voir en entretien. Donc à chaque fois, je donnais mon dossier, j'avais des réponses. J'allais en entretien. En entretien, ça se passait bien. Et en fait, à chaque fois, ils étaient en mode oui, mais en fait, on a rencontré quelqu'un avec plus d'expérience, qui a déjà fait des stages, tout ça, qui du coup manquait à mon parcours. Parce que du coup, j'arrive en M2 et j'ai jamais fait de stage. Enfin, du coup, j'ai fait des tafs à côté, mais j'ai jamais eu de travail professionnel réellement, quoi. Ça a été compliqué de... La pression, tu l'as trouvée au final à combien de temps avant le début de tes cours? Mon appart, je l'ai trouvé 3 jours avant de commencer mon travail. Et l'alternance 1 mois avant. Après, pour tout ce qui est administratif, tout ça, c'est très stressant parce qu'il nous faut des papiers. C'est assez compliqué, vraiment. Et après, l'alternance, ça se passe super bien. Donc, je travaille à la SNCF, au pôle des lignes D et R, donc à la gare de Lyon, aux relations institutionnelles. Ok. Donc, géopolitique. Et ça colle tout à fait que ce que t'attendais de l'idée que tu te faisais du métier, en tout cas? Alors, vraiment, l'alternance où je suis, vraiment, j'adore. Bon, après, parce que c'est les transports et je suis passionnée par ça. Donc, j'apprends vraiment plein de choses. Je suis vraiment dans le milieu, même le vocabulaire. Je suis arrivée au début, j'étais là, mais attends, mais il parle quoi? Il utilise que des sigles, je comprenais rien. Mais du coup, vraiment, j'aime beaucoup. Après, j'ai découvert en fait plein de métiers que je connaissais pas.
Et ça se passe super bien. Après, je pense que j'ai beaucoup de chance. J'ai des tuteurs et tutrices qui sont vraiment derrière moi, qui me donnent des missions intéressantes. Et je fais des choses très chouettes. J'ai des vraies missions, quoi. Donc j'avais un peu peur d'être une alternance. Enfin, j'avais un peu une mauvaise image de l'alternance comme la personne qui fait des choses que personne ne veut faire. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout le cas. J'ai de la liberté, je fais mes projets, donc c'est chouette. Et du coup, donc là, tu es en M2, Mhm. l'année se termine bientôt, enfin, elle va vite. Ouais. Tu veux continuer après ou tu pars travailler Alors, il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. J'aimerais bien en fait retourner en recherche, parce que du coup, comme je disais, ça me manque et j'ai vraiment trop envie de faire de la recherche, donc partir en thèse. D'accord. Mais du coup, en thèse de géopo. Mais ce qui est un peu dur en fait en thèse et dans le milieu universitaire français actuellement, c'est qu'il n'y a pas de sous. Enfin, l'État ne finance pas, ne donne pas assez d'argent aux universités. Donc c'est très très compliqué. En fait, il y a plusieurs façons de financer une thèse. Donc une thèse, c'est 3 ans, où tu es à fond sur ta thèse et tu dois pondre un truc de 400 pages sur un sujet, quoi, de manière totalement innovante. Et donc soit tu peux être totalement financé par l'université, mais il y a, je sais pas, il y a 4 bourses pour 400 personnes qui veulent cette bourse, quoi. Et tu es rattaché à un labo de recherche. Ou alors, tu peux tenter une thèse CIFRE, donc CIFRE. Donc là, c'est un partenariat avec du privé, donc une entreprise qui décide que ton projet de recherche est très intéressant et il te finance. Mais tu es encore attaché à un labo de recherche. Dans l'idée, l'année prochaine, tu es encore sur les bancs de la fac ou en thèse. C'est ça. Mais j'aimerais faire une année de césure pour faire plein de projets que j'ai et que j'ai pas forcément pu faire, puisque du coup, j'ai pas encore pris d'année de césure dans ma scolarité. Alors que du coup, je pense que c'est une opportunité de fou. Faire une année de césure, ça me permettrait de mieux taffer mon projet de thèse et de pouvoir présenter quelque chose de plus solide. Donc voilà, donc à voir. Une année de césure où tu travailles quand même. Où je travaille quand même, oui. Oui, mais en même temps, genre, je sais pas, j'ai envie de faire de l'archéologie, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire plein de choses, donc... Oui, ouais. Profiter pour faire un peu tout, ouais, ce que t'as pas eu le temps de faire c'est ça. Ces derniers temps. Ouais. Bah, trop cool, on espère que tu trouveras ce que tu veux faire. Ouais. Donc on va revenir sur tout ce que tu as dit. Et on voit dans ton parcours, tu as réussi à garder ta passion en études. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés ou qui apprécient plusieurs cursus et qui doivent, dans leur tête en tout cas, faire un choix peut-être entre 2, 3, 4 parcours. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour qu'ils continuent à faire tout ce qu'ils aiment sans devoir choisir s'ils sont pas prêts en tout cas à faire ce choix aujourd'hui? Bah, je pense qu'en fait, il faut essayer de, si on a vraiment ces passions-là, de les continuer, déjà. Mais en fait, d'essayer de repousser ce choix-là. Si au bout d'un moment, on est obligé de faire un choix, de repousser ce choix-là au maximum. Il faut vraiment s'accrocher à ce qui nous passionne parce que c'est justement là où on va être le meilleur, en fait. Parce qu'on va se donner à fond et dans des études, enfin, combien il y a de gens qui font des études parce qu'ils pensent que c'est là où ils vont avoir le meilleur débouché. En fait, ils sont pas passionnés, ils sont juste malheureux. Et je dis pas il faut faire absolument tout n'importe quoi sans avoir de plan, quoi. Mais simplement, je pense que c'est possible de faire des choix un peu risqués. Et c'est ok en fait de se tromper. C'est ok de refaire une L1, de refaire une L2. Et juste ça, nous, on le dit pas assez en fait. On nous fait croire que on ne peut pas se tromper. C'est catastrophique, c'est ça. Genre après le lycée, déjà, tu choisis ton futur. Mais en fait, non. Genre nous, on vit dans une société, on va avoir plein de métiers différents. Parce qu'on n'est plus dans une société à longue carrière comme celle de la génération de nos parents, quoi. Donc en fait, avoir plusieurs cordes à notre arc, ça peut être... bien. Ouais, c'est ça, c'est hyper utile, quoi. Genre moi, je vois que mon profil, il plaît parce que je fais plein de choses différentes et on se dit, bah, ah, mais cette personne-là, elle réfléchit pas que en ça. Elle peut réfléchir selon 3 ou 4 angles différents. Et c'est ça qui plaît. Et aussi le fait que... Ben, on voit que t'es quelqu'un de passionné, quoi. C'est toujours chouette. Et du coup, je dirais que les personnes qui nous écoutent, là, surtout, je pense, des lycéens, je pense qu'il faut pas... Enfin, je pense que je sais qu'il y a beaucoup de pression de la part des profs, de la part des parents, de la part de la société sur vos choix. Vous-même. Et de vous-même, exactement. Et je pense que pour un peu se déstresser, il faut... par exemple, écouter ce podcast, ça peut être une manière de se déstresser. Essayer, en fait, de parler avec des gens plus âgés qui ont fait des études et qui peuvent avoir un retour d'expérience.
Et je pense que le plus grand nombre d'expériences que vous pouvez entendre, vous allez mieux pouvoir choisir en fait votre orientation qui vous plaît le mieux. Et encore une fois, c'est ok de se tromper. Et c'est ok de faire ce qui vous plaît vraiment, quoi. Enfin, faut pas se brider, vraiment. Faut pas se brider et faut aller au bout de ses rêves, quoi. Merci beaucoup, Agathe. Merci.